fait un bruit. On m'entend bien? Bonjour, on attend juste qu'il y ait quelques participants qui arrivent encore et on règle nos derniers problèmes techniques et on va démarrer dans 1 ou 2 minutes maximum. Ça marche pas. Bonsoir à tous. Excusez-nous pour ce démarrage tardif. On est ravis de vous accueillir ce soir pour la première conférence du cycle 2023-2024 des Rencontres de la Sorbonne, qui est organisée par nous, étudiants du master Direction de projet d'établissement culturel de l'École des Arts de Paris Panthéon-Sorbonne, en partenariat avec le Carreau du Temple. Ce cycle s'ancre aussi dans notre projet pédagogique de master, avec l'organisation du 25 au 27 avril de la 2e édition du festival Avis de Tempête à Chanzeau, qui est cette année sur le thème de l'eau. Cette année, du coup, on a un cycle de 5 danses qui s'articulent autour du thème des cultures d'eau. Nous avons donc choisi d'introduire ce thème par la question essentielle de la lutte pour l'eau, afin d'établir un état des lieux des enjeux contemporains liés aux problématiques de l'accès et l'utilisation de l'eau. Cette conférence aura donc pour but de faire dialoguer différents enjeux de la lutte pour l'eau à travers des points de vue à différentes échelles géographiques, pour mettre en avant les enjeux politiques, écologiques, culturels et géopolitiques. Nous avons souhaité proposer un temps de présentation du coup, de plusieurs structures qui partagent de manière différente un rapport à la lutte et qui ont engagé chacune des actions.
Donc on s'est posé plusieurs questions. Que signifie le terme lutter? Quels sont les différents types d'actions qui peuvent être menées? Et autour de quels objectifs? Pour comprendre mieux ces problématiques, nous avons fait le choix de laisser aux intervenants, que je vais présenter dans quelques instants, un temps de présentation plus long, d'une dizaine de minutes, et d'ouvrir le débat avec une dernière question en fin de conférence. Donc nous recevons aujourd'hui 4 invités qui ont tous engagé en 2023 des actions pour un droit égalitaire à l'eau. J'accueille d'abord Racha Mousdikoudine. Vous êtes présidente et porte-parole de l'association Mayotte à soif. Merci de venir avec nous ce soir. Ninon Bardet, vous êtes coordinatrice du collectif Vers un Parlement de Loire. Et enfin, Mathieu et plus tard Aline, qui sont membres du collectif Bassine Non Merci. Bonsoir. Merci à vous trois et plus tard vous quatre de vous être rendus disponibles ce soir. Et j'aimerais aussi rappeler à tous les spectateurs qui nous regardent maintenant que vous pouvez poser des questions sur le chat Zoom et qu'un temps d'échange de 15 minutes sera laissé en fin de conférence pour répondre à toutes vos questions. Je laisse la parole maintenant à ma camarade Marine qui va prendre le reste de la modération de cette conférence. Merci beaucoup Clémence, merci pour la présentation. Je vais directement laisser la parole aux intervenants étant donné qu'on n'a pas énormément de temps pour vous laisser parler. On va commencer avec Racha, si vous êtes d'accord, de l'association Mayotte à soif. En première question, un petit peu pour démarrer cette conférence donc, qui porte sur la lutte pour l'eau, je voulais vous demander, pour commencer, si vous pourriez un peu nous rappeler les enjeux de l'association Mayotte à soif à tous les spectateurs qui ne connaissent peut-être pas l'association et également un petit peu nous rappeler le contexte actuel à Mayotte qui, pareil, je pense, n'est peut-être pas connu de tout le monde. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir de participer à cette conférence, à cette première édition. Donc, concernant les enjeux par rapport à l'eau, c'est que les enjeux sont divers. Elles sont tout d'abord, elles concernent tout d'abord la dignité humaine. Parce qu'à Mayotte, ça fait déjà plusieurs années que nous connaissons des problématiques de sécheresse, exactement depuis l'année 2016, et ça s'empire d'année en année. Alors, concernant la situation actuelle, c'est que, je vais dire entre guillemets, parce que je vais prendre vraiment des pincettes, je vais être très prudente sur les annonces positives du gouvernement et autres, hein, acteurs de l'eau sur le territoire, c'est qu'on a un petit soulagement, parce que voilà, en fonction de la situation personnelle en fait de chaque foyer, il y a des personnes qui peuvent rester 15 jours sans eau, c'est parfois mon cas, même si maintenant ça va mieux. Et puis il y a un calendrier qui a été mis en place sous l'impulsion de la préfecture de Mayotte et on est passé parfois 2 jours sur 3, 2 jours sur 4, voilà. Ça varie. Et en ce moment, on a de l'eau 2 jours sur 3. Voilà, ça va un peu mieux. Mais c'est une annonce, c'était une promesse. Sauf que depuis hier ou avant-hier, on se rend compte au niveau du groupe WhatsApp par rapport aux montées des différentes plaintes des personnes dans certaines localisations sur l'île qui n'ont pas du tout d'eau en fait, et c'est ce qu'on craignait au niveau de l'association, c'est que justement au niveau de l'association, on avait peur justement par rapport à cet engouement trop rapide de se dire oui, voilà, la période drastique est derrière nous, c'est de se retrouver dans ce genre de situation parce que nous avons rappelé que la vidange en fait n'a pas été effectuée. Parce que nous fonctionnons principalement avec l'eau de pluie à Mayotte. Nous n'avons presque pas d'autres réserves, même si il y a eu des forages qui ont été effectués, etc. Mais nous dépendons presque totalement de l'eau de pluie. Cette eau-là arrive dans 2 retenues collinaires principalement. Et ces retenues-là, collinaires-là, présentaient déjà en fait un état assez inquiétant au niveau de la salubrité. Faisait que c'était tellement sale, il aurait fallu vidanger les 2 collines, retenues collinaires.
Mais vu qu'il y a eu des précipitations, il n'y a pas de décision qui a été prise, et il y a eu des précipitations, c'est que bah, justement là on se retrouve dans une situation où l'eau est trouble et ne peut pas être distribuée de façon propre. Donc pour nous, l'association, euh, notre première lutte, c'est vraiment faire en sorte en fait de faire partie des acteurs en fait qui sont consultés sur le territoire et qui font remonter en fait les difficultés de la population auprès des décideurs politiques. C'est-à-dire, bah, on a entamé plusieurs actions, des actions, on va dire, de pourparlers, de pouvoir rencontrer les différents membres du gouvernement, notamment le ministre des chargé des Outre-mer, qui a été remplacé depuis. On a rencontré son conseiller, on a rencontré monsieur le préfet, on a rencontré l'ARS, toutes ces personnes-là, parce que l'objectif, c'est vraiment de permettre l'accès à l'eau à tous. Parce qu'il y a une réelle inégalité dans la distribution de l'eau telle qu'elle est effectuée actuellement. C'est que, comme je vous le disais, en fonction de la situation de la personne, bah, on va avoir des foyers qui sont privés totalement d'eau. Le réseau actuel tel qu'il est conçu, il a été conçu pour aller environ peut-être parce que bon ça dépend des chiffres, les chiffres ne sont pas exacts parce qu'on n'a pas forcément des statistiques arrêtées sur le sujet, mais on aurait 30 000 abonnés, donc 30 000 foyers abonnés, sachant que il y aurait selon l'INSEE environ 300 000 personnes sur le territoire, 300 000 habitants. Donc, nous, on était vraiment inquiets par rapport aux différentes mesures qui ont été mises en place. Il y a eu des mesures prises en charge des factures, hein, qui est une mesure, en fait, voilà, qui peut sembler, en fait, nous soulager sur le court terme, mais quand même des réelles conséquences sur le long terme, parce qu'on ne sait pas après, vu qu'on a un seul fournisseur d'eau sur l'île, comment le fournisseur, en fait, va pouvoir pallier à toutes les difficultés qu'il aurait rencontrées par rapport à cette mesure, parce que cette mesure a forcément un impact sur son activité. On s'est posé la question du fait que quelle est la nature de cette mesure? Est-ce que c'est une subvention? Voilà. Donc, on n'a pas trop compris pourquoi l'État a pris cette décision. Parce que notamment, si un service est mal fourni, normalement, le fournisseur, voilà, il est sanctionné normalement. On lui donne pas, on n'intervient pas en fait. Pour nous, c'était de l'ingérence. Bon, ça soulage la population, tant mieux, mais la mesure va s'arrêter à la fin de ce mois-ci, le 29 février. Or, nous connaissons toujours des problématiques liées à l'eau. Donc, nous avons entamé aussi des actions juridiques. Donc, l'action principale, celle qui vraiment aurait pu avoir un impact si elle avait abouti positivement, c'était l'action du référé liberté avec la collaboration, avec le soutien surtout, hein, en fait, l'appui principal de l'association Notre Affaire à tous, qui n'a pas abouti. On a vraiment fait le nécessaire jusque devant le Conseil d'État, mais on n'a pas eu gain de cause parce que pour nous, l'argument principal, c'était de dire, bah, notamment, bah, au niveau de l'ONU, les recommandations minimales en termes de fourniture d'eau, c'est 100 litres par jour par personne. Aujourd'hui, on est en deçà, en fait, de ce chiffre, puisque l'État avait pris comme décision, on sait pas si dans les jours à venir, la distribution d'eau va toujours continuer, vu que la prise en charge des factures d'eau va s'arrêter. Donc, on considérait que 1 litre d'eau par jour par personne, la décision qui était prise par l'État, ce n'était pas suffisant. Or, on n'a pas obtenu gain de cause. Et pourquoi on tenait absolument à ce que cette action aboutisse? Parce qu'on sait très bien que les pénuries d'eau vont toucher surtout les femmes et les enfants. Et chez les enfants, ce sont les petites filles. Donc, imaginez sur un territoire où nous avons un taux de 77% de pauvreté, quel va être l'impact, et cet impact-là va être mesuré malheureusement dans un an ou deux, hein, sur l'insertion professionnelle des femmes, sur la qualité de vie des femmes, sur sur l'éducation des enfants, surtout des petites filles, etc. Donc, c'est pour ça que, bon, voilà, on n'a pas trop compris. On aurait aimé que le Conseil d'État ait le courage, en fait, de vraiment
se projeter et être en immersion parce que la situation est vraiment comment, désastreuse, hein. Moi, je l'ai toujours dit dans les médias, nous vivons parmi nos excréments et je ne lésine pas sur cette expression parce que c'est vraiment comme cela que nous vivons, même au travail. Et nous n'avons pas d'eau au travail, nous n'avons pas d'eau à la maison. Il n'y a pas de lieu, et les enfants n'ont parfois pas d'eau à l'école. Il n'y a pas de lieu de répit, de se dire, ouf, là, au moins dans cet environnement-là, j'ai un peu d'eau. Voilà un peu si j'ai pu quand même illustrer la situation dans laquelle nous sommes ainsi que les actions. Merci énormément, c'est très complet. Beaucoup de questions, moi, qui me viennent aussi, mais pour éviter, je pense, après d'être trop court sur le temps, je vais passer à notre prochaine intervenante. Et après, on reviendra peut-être quand même sur cette situation avec les questions des internautes, également en fin de session. Donc, merci encore beaucoup. Bonjour Ninon. Merci d'être présente avec nous ce soir. Donc Ninon, vous êtes coordinatrice du collectif Vers un Parlement de Loire. C'est un collectif qui nous place dans un contexte un petit peu différent, avec une lutte aussi qui va être différente. Là, on parlait de l'accès à l'eau. Ici, on va parler d'une lutte qui est différente, mais qui rentre quand même dans cette histoire de lutter pour l'eau. Donc, Ninon, est-ce que vous pourriez, pareil, nous expliquer un petit peu les enjeux de votre collectif Vers un Parlement de Loire et aussi nous expliquer peut-être en quoi votre forme de lutte à vous, elle va se défaire un petit peu ou se distinguer de ce qui est visualisé peut-être dans l'imaginaire collectif quand on pense au fait de lutter, ce genre de choses. Bonsoir à tous. Donc pour répondre à cette première question qui était vraiment les enjeux en fait autour de l'eau. Donc nous on est dans un contexte hexagonal. Quand on pense à la Loire, parce qu'il va s'agir de parler de la démarche du Parlement de Loire, on pense surtout à un fleuve qui est consacré comme dernier fleuve sauvage d'Europe. Là, c'est la dénomination qu'on lui donne. Nous, on va s'inscrire, la démarche du Parlement de Loire, elle s'inscrit vraiment à l'échelle de ce qu'on appelle le bassin versant de la Loire. Le bassin versant de la Loire, c'est voilà, un réseau hydrographique qui est fait effectivement du lit du fleuve, mais également de tous ses affluents et de tous les territoires qui la composent. Et ça représente quand même 1/5 du territoire hexagonal. Donc voilà, c'est aussi pour recontextualiser en fait cette échelle un peu de présentation. Les enjeux, pour nous, ils étaient à plusieurs niveaux. On a des enjeux, bien sûr, qui sont environnementaux, hein. On s'inscrit aussi dans des démarches de lutte, en fait, sur la Loire qui nous ont précédés. Le Parlement de Loire n'est pas né dans n'importe quel contexte, hein. On se souvient des luttes, pour le coup, vraiment très militantes, portées notamment par SOS Loire Vivante, duquel on s'est bien sûr inspiré. Et nous, les enjeux, ils sont bien sûr environnementaux, avec des problématiques de quantité d'eau, bien sûr, comme tous ici, je pense, on est attentif en fait à cet enjeu-là, qui est avant tout un enjeu de quantité d'eau lié à des sécheresses. Alors, sécheresse visible par nous, humains, quand on voit le lit du fleuve sec l'été, mais surtout sécheresse invisible, hein, qui sont vraiment l'état des nappes de ce bassin versant, qui elle aussi commence à se vider. Donc, un contexte voilà, environnemental qui était déjà en alerte et sur lequel travaillaient déjà un certain nombre de collectifs et de techniciens de rivière, enfin, voilà, un environnement qui était déjà en alerte sur cette problématique-là, une problématique de quantité, mais aussi de qualité d'eau. C'est-à-dire, voilà, il y a le collectif notamment Loire Sentinelle avec lequel on a travaillé, qui a fait tout un travail très documenté et scientifique sur la pollution microplastique, notamment en Loire. Donc voilà aussi un contexte d'alerte par rapport à ça. Et puis quantité-qualité, mais aussi continuité écologique. C'est-à-dire le lit du fleuve, c'est cette idée en fait que la continuité écologique, elle soit pas forcément pour nous humains, mais pour ce que voilà, nous on a appelé aussi les autres qu'humains, qui peuvent être les petits poissons et les sédiments. Voilà, c'est aussi des problématiques rencontrées avec les différentes entraves qu'on peut retrouver sur le bassin versant. Donc c'est un petit peu dans ce contexte-là qu'est née en fait cette démarche du Parlement de Loire, avec un enjeu aussi qui est
était aussi un enjeu politique qui s'inscrivait en fait dans un contexte où on avait le fleuve Ouanganoui qui avait déjà acquis un statut juridique en 2017. On avait toutes les réflexions du philosophe Bruno Latour autour du Parlement des choses. Et c'est dans ce contexte-là que s'est inscrit cette démarche expérimentale en 2019, la démarche du Parlement de Loire. Donc on est vraiment en fait sur une fiction juridico-institutionnelle. On est vraiment sur un projet aussi qui est un projet culturel, artistique, et ça renvoie à cet enjeu qui pour nous est aussi primordial que l'enjeu environnemental, qui est un enjeu de mobilisation en fait du public, des Ligériens. En ce qui nous concerne, c'est vraiment les habitants de ce bassin versant. On est tous concernés. C'est comment aussi les alerter, comment les mobiliser et comment, en fait, comment cette approche juridico-fictionnelle, puisque c'était vraiment ça l'enjeu en 2019, pouvait mettre en mouvement un fleuve et ses acteurs. Donc, c'est vraiment un peu voilà, cet acte 1, qu'est cette fiction juridique, c'était l'idée de jouer à « et si on faisait un Parlement de Loire ?» C'est-à-dire non pas être le Parlement, mais jouer à cette fiction du Parlement. Et donc, ça a représenté en 2019, 2020, 2021 une série d'actions qui ont été assez médiatisées, donc les auditions du Parlement de Loire, où il s'agissait justement de croiser des regards juridiques, culturels, scientifiques autour de cette notion-là, pour aussi voilà, inscrire une nouvelle narration, aller vers une institution potentielle. C'était vraiment ça aussi, cette démarche, et repenser en fait les relations de coexistence, de cohabitation avec le fleuve. Donc là, vous voyez une série d'auditions qui ont permis notamment voilà, d'interpeller en fait Bruno Latour en fait, sur ces questions-là, et qui ont donné au final un livre, donc Le fleuve qui voulait écrire, une démarche aussi événementielle, les Assemblées de Loire, en 2021. Et donc ça représentait, on va dire, un espèce d'acte 1 qui visait la mobilisation en fait, de ce peuple de Loire. On était vraiment dans cette idée d'être à la fois sur de l'alerte et sur de l'expérimentation. C'est-à-dire que nous, on s'inscrit sur une ligne de crête qui n'est pas un collectif militant. Voilà, on n'est pas sous ces formes d'action-là. Mais on est plutôt sur des formes expérimentales où à chaque fois, on va aller chercher de l'enquête. On va mettre en place des événements qui vont permettre d'aller un peu loin, en fait, sur cette question de la mobilisation, de la connaissance, des savoirs situés. C'est vraiment un petit peu notre enjeu, en fait, sur cette démarche. Et c'est comme ça qu'en 2023, on arrive en fait à la naissance du collectif du Parlement de Loire, avec voilà, une dizaine d'acteurs qui se sont regroupés, qui ont eu envie de poursuivre la démarche qui avait été initiée en 2020 et 2021, et qui ont coécrit un manifeste de Loire. Donc le manifeste de Loire, c'est vraiment notre socle de valeurs communes, avec des engagements, voilà, des engagements individuels assez forts, où on s'engage vis-à-vis de Loire, on s'engage vis-à-vis des autres humains, aussi à continuer à prendre soin, à révéler en fait des attachements qu'on peut avoir au fleuve, et à vouloir permettre petit à petit un changement juridique. On s'inscrit vraiment aussi dans cette démarche des droits de la nature, hein, aux côtés de notre affaire à tous. Et donc, pour cela, une série de dispositifs, donc le manifeste de Loire, qui est les prémices peut-être d'une déclaration des droits de Loire, qui, elle, s'inscrira vraiment dans une démarche aussi de retournement juridique. Des dispositifs Art-Sciences qu'on essaie de déployer aussi dans un certain nombre de sites qui peuvent être complices en fait, de cette démarche du Parlement de Loire. Et à l'été 2023, un événement, donc la Grande Remontée, qui a permis à des équipages de mariniers, de bateliers de Loire, parce que la marine de Loire est très active, de remonter en fait le fleuve, le lit du fleuve, de Nantes à Orléans, pour rejoindre le Festival de Loire qui a lieu tous les 2 ans à Orléans. Et à bord de ces bateaux, l'idée, c'était de continuer en fait cette recherche et cette enquête collective et de permettre à des artistes et à des scientifiques de dialoguer et donc
voilà, des artistes et des scientifiques ont pris part à cette aventure remontante. Et tous les soirs, nous avions un certain nombre justement de témoignages de cette enquête, de témoignages un peu collectifs sur des sujets très très précis, qui ont permis justement d'aller un peu loin sur ces savoirs situés et qui ont permis surtout de partager en fait ces éléments au public ligérien. Puisque l'enjeu, c'est quand même aussi celui-ci, c'est certes d'aller vers une reconnaissance juridique d'éléments de la nature, d'entités non humaines, mais c'est également d'aller vers ce qu'on a appelé en fait des savoirs terrestres ou une décolonisation des savoirs. C'est essayer vraiment d'inclure aussi des habitants, des Ligériens qui parfois sont très très éloignés en fait de démarches de la gestion de la ressource en eau, qui aujourd'hui en 2024 c'est ce qu'est le GEMAPI. Voilà, il y a beaucoup quand même de structures qui sont en compétences, notamment scientifiques ou politiques, sur cette question de la ressource en eau, mais en fait peu accessible aussi à notre fameux peuple de Loire, avec une prise en compte qui est très très minime des enjeux des autres qu'humains. Donc toute cette démarche, elle a vraiment cette volonté aussi de pouvoir partager au plus grand nombre, de recueillir en fait ces savoirs situés et de pouvoir avancer un petit peu ensemble vers une reconnaissance juridique. En 2023, voilà, il y a eu cet événement un peu fort de la grande remontée qui aujourd'hui trouve des prolongements, hein, puisqu'on on a continué un petit peu cette démarche en essayant d'aller plus loin pour la reconnaissance des savoirs nautiques ligériens à l'inclusion du patrimoine culturel immatériel de la France. Donc voilà, c'est aussi cette volonté de poursuivre avec des ethnologues, des anthropologues, cette connaissance d'abord, avant la reconnaissance. Donc voilà, c'est une démarche qui est un peu en cours sur 2024-2025. Et un certain nombre voilà, d'autres envies, d'autres actions, avec cette envie d'aller un peu loin sur cet axe juridique, par la création d'une association d'autres qu'humains, avec la volonté que ce soit vraiment cette association qui puisse aussi porter cette voie juridique, qui puisse être saisie ou saisir des instances politiques, pour le coup, pour peut-être les retourner ou leur faire décaler, leur faire prendre un pas de côté, c'est-à-dire continuer d'être dans cette fiction juridique, mais peut-être voilà, tirer la corde jusqu'au bout, quoi, tirer l'arc jusqu'au bout pour essayer d'aller le plus loin possible. Donc pour nous, la lutte, peut-être que voilà, pour pas être trop longue, je terminerai là-dessus parce que je pourrais vous parler pendant 3 heures en fait des différentes actions, notamment voilà, artistiques qui peuvent être menées sur ce sujet. Mais c'est d'essayer de tenir, voilà, je vous parlais de cette ligne de crête, et cette ligne de crête, elle est vraiment pour nous d'essayer d'explorer ce qu'on a appelé des chantiers ateliers sur 4 axes un peu différents. Donc un axe juridique, un axe de savoir vraiment terrestre, de savoir situé, un axe de relations interspécifiques, c'est-à-dire vraiment comment on peut dialoguer avec les autres qu'humains. Avant d'en prendre soin, il faut les connaître et peut-être entrer en contact avec eux. Et puis, une dimension aussi qui est très politique, pour le coup, qui est très politique publique, c'est-à-dire comment on peut aujourd'hui travailler avec des collectivités, travailler avec des institutions qui gèrent la ressource en eau, pour peut-être retourner leur manière d'appréhender justement cette gestion de la ressource en eau. Donc là, voilà, ce sont des chantiers qu'on mène actuellement, 2024-2025, en essayant de tenir cette petite ligne de crête qui est vraiment entre de l'alerte, de l'expérimentation la plus large possible, qui ne soit pas, on va dire, sur un militantisme pour ou contre, hein. Certains membres du collectif sont, à titre personnel, très engagés dans des démarches militantes, mais on se situe vraiment à un autre endroit, qui est un endroit justement d'expérimentation et de retournement. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop longue. C'était parfait. On me dit à la technique, c'était parfait, on est pile dans les temps. Merci énormément. C'est une façon de lutter qui est très différente de celle que nous avons vue tout à l'heure avec Racha de l'association Mayotte à Soif. Donc, merci beaucoup pour ça. On observe ce soir quand même des moyens de lutte qui sont très variés. Hop, voilà, c'est bon. Notre dernier collectif ce soir, c'est Bassine Non Merci.
représentés par Adeline et Mathieu, qui sont là tous les deux. Bonsoir. Bonsoir Adeline aussi. Merci à tous les deux de nous avoir rejoints. Vous êtes un collectif, donc bon, je vais vous laisser faire toutes les présentations, pardon, je ne parle pas plus. Mais en bref, est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer votre collectif, vos enjeux, peut-être aussi ce que sont les bassines, parce que je ne sais pas si tout le monde ici ce soir sait ce qu'est une bassine. Et enfin aussi, parce que, encore une fois, on parle de lutte, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi peut-être la diversité de vos modes d'action et de lutte à vous euh, enrichissent voilà, votre lutte et vos enjeux? Et oui, on a une petite présentation aussi, normalement. Super. Et donc, ouais, les méga-bassines, une fausse bonne idée pour lutter contre le changement climatique. Donc, on va vous présenter un peu tout ça. Et effectivement, ce collectif est un collectif citoyen et qui a été surtout connu par les actions des dernières années qui ont été portées conjointement par le collectif Bassinement Merci, qu'on va détailler un peu après, le mouvement des soulèvements de la terre et un syndicat agricole qui est la Confédération paysanne. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et qui donne un ancrage fort pour la lutte. C'est une lutte paysanne et citoyenne ensemble. Si on passe à la suite. Ouais, merci. Et donc, ces trois structures comportaient ensemble cette lutte. Donc, elles sont aussi rejointes et soutenues par un ensemble d'autres structures très diverses. On a un petit panel ici qui est pour représenter un peu les types de structures. On a aussi bien des partis politiques que des associations de protection de la nature et de l'environnement, des syndicats, des associations de pêche. Voilà. Donc, il y a une grande diversité et chaque structure va apporter ses compétences et ses façons d'apporter à la lutte sous les diverses formes qu'on pourra détailler tout à l'heure. Donc voilà, cette lutte est donc de façon générale, donc, le collectif il s'est monté en 2017 en réaction à un projet, un énième projet de bassine. Il y en avait déjà depuis les années 2000-2010 et qui s'était construit dans des régions voisines. Et donc là, il y avait un énième projet de 19 bassines qui s'est transformé en 16 bassines du Marais Poitevin sur le bassin versant de la Sève niortaise et du Marais Poitevin. Et donc, pour effectivement expliquer un peu à celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore les bassines, regarde, on a une petite fille avec nous qui vous risquez d'entendre au passage. Donc, c'est quoi une bassine? Le principe est très simple. Il s'agit de creuser la terre sur 5 mètres de profondeur en général, de tout ce qu'on a extrait d'en faire des digues qui font une dizaine de mètres de haut et sur une surface d'une dizaine d'hectares en moyenne. Et on étanchéfie tout ça avec un géotextile et une bâche en EPDM et on y pompe de l'eau. On va la remplir avec de l'eau en période de haute eau et pour la stocker, pour s'en servir pour des usages agricoles l'été. Il faut savoir que dans la majorité des cas et dans des projets de bassines, on pompe pas de l'eau. C'est pas de l'eau de pluie qu'on récupère, mais c'est bien de l'eau qu'on va aller puiser dans les nappes phréatiques. Voilà pour le principe. Il faut savoir que c'est quelque chose qui est financé à 70% par de l'argent public, donc par toutes les personnes qui contribuent au budget de l'Agence de l'eau, notamment par le biais de leurs factures. Donc on paye tout ça. Et donc dans les gros soucis qui sont soulevés par ce modèle, on pourrait penser que c'est une bonne idée à la base de prendre de l'eau quand il y en a un peu plus et de s'en servir l'été quand il y en a un peu moins. Donc, on a vu qu'il y avait un financement public par l'ensemble des gens qui ne couvre en fait les besoins que de 5% du monde agricole. Donc, on parle de 1% de la population des agriculteurs et parmi ceux-là, il n'y en a que 5% qui en bénéficient. On a à peu près 10% d'irrigants. Donc, on nous rabâche souvent qu'on ne fait pas d'agriculture sans eau. C'est vrai. C'est d'autant plus vrai avec certains types de production. Mais 90% des agriculteurs se suffisent des ressources naturelles qu'ils vont avoir. Et donc, on a 10% d'irrigants et parmi ceux-là, il n'y en a même pas la moitié. Et en général, les plus gros qui seraient raccordés à ces bassines. Donc, on a vraiment un problème d'inégalité sociale d'accès à l'eau. On a un problème économique de financement, de projets qui vont au final être une façon de pérenniser un modèle agricole, agro-industriel, capitaliste, extractiviste.
Et c'est donc les bassines, elles sont une expression de ce modèle-là. Et donc lutter contre les bassines, c'est avant tout lutter contre ce modèle-là qui amène une destruction des terres, de l'eau, des milieux, du vivant. Et donc voilà ce qu'on combat à travers ça. L'idée est vraiment à la place de favoriser un autre modèle agricole qui répondrait aux tensions et aux souffrances qu'on a vu s'exprimer récemment, de manque de revenus, de perte de sens. Et donc, mais on pense que les réponses qui sont apportées à l'heure actuelle sont très problématiques et ne répondent en rien aux enjeux à la fois sociaux, économiques et environnementaux. Il faut savoir que cette solution-là, elle a été amenée au final par ceux qui sont à l'origine du problème. Ah, c'est toi qui feras la suite. Pardon. Je prends le relais, je te coupe. Et donc, voilà, comme disait Mathieu, ce qu'on voit, c'est que c'est une agriculture, donc l'agriculture des bassines, qui est pour l'agro-industrie, donc principalement du maïs qui part à l'exportation. Et donc, en fait, on se retrouve dans une situation où ceux qui nous proposent les bassines, c'est ceux qui ont créé le problème. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend le Marais Poitevin, qui est une zone humide, et bien en fait, c'est ces agriculteurs irrigants de l'agro-industrie qui ont été assécher les prairies pour y mettre des cultures qui nécessitaient énormément d'eau en plein été, ce qui n'est pas le climat sur la France continentale d'avoir de l'eau en plein été, et qui petit à petit ont fait des forages, et petit à petit, ben, comme il n'y avait plus d'eau dans les rivières, plus d'eau dans les forages, on propose maintenant les bassines comme solution. Donc ce qu'on se retrouve, c'est les gens qui amènent la solution sont ceux qui ont créé le problème, et c'est ça où on n'est pas d'accord en tant que citoyen, habitants du Marais Poitevin et citoyens en général, puisque maintenant les bassines s'étendent partout, c'est d'avoir un partage de l'eau qui n'est pas vraiment un vrai partage, qui n'est pas équitable, qui n'est pas donné en priorité sur l'eau potable, l'eau des milieux et en dernier l'eau économique, puisque l'agro-industrie reste un moyen de se faire du business, donc c'est ce qu'on appelle l'eau économique. Et donc c'est là où nous, on veut un meilleur partage de l'eau et justement arrêter ça qui nous rend, qui détruit le milieu. Donc ce qu'on veut, c'est comme je l'ai dit déjà, un changement d'agriculture, un changement de politique agricole. On veut arrêter tout ce qui est agro-industrie qui détruit les sols et qui ne nourrit pas, parce qu'on parle beaucoup de souveraineté alimentaire, surtout cette semaine avec le salon de l'agriculture, c'est un peu le mot qu'on a à la bouche, souveraineté alimentaire. Mais que veut dire souveraineté alimentaire? Ça veut dire qu'on doit avoir chacun le choix de pouvoir se nourrir avec des éléments qui viennent autour de chez nous. Ce qui n'est pas du tout le cas, surtout sur les fruits et légumes. En France continentale, la plupart sont importés. Actuellement, par exemple, les fruits importés d'Espagne. Donc, c'est une grosse problématique. On part là-dessus. On veut aussi une préservation des milieux. Aujourd'hui, pour les Deux-Sèvres, le Marais Poitevin est en danger, mais pour les projets de bassines dans le Berry, c'est aussi toutes des zones humides du Berry qui sont en danger. La même chose pour le Gard, pour le Puy-de-Dôme. On veut aussi un nouveau cadre politique où on peut avoir notre mot à dire, où on pourrait justement, sur le partage de l'eau, pouvoir vraiment participer. Donc une gouvernance partagée. Et ce qui amène évidemment à une participation des citoyens et pas juste un partage de l'eau entre l'agro-industrie, l'économie et quelques élus qui roulent aussi pour l'agro-industrie. On peut passer à la suivante. Merci. Et donc, comment on fait ça? Au début, on est parti par vouloir s'exprimer, demander, faire passer notre avis, puis on s'est aperçu très vite qu'en fait, on n'était pas du tout écouté, que les citoyens d'un territoire, qui soient des paysans, qui soient tout simplement des habitants du territoire, ne sont pas écoutés. Donc, on a dû mettre en place différents types de luttes qui se rejoignent tous. Et donc voilà, ce qui est important à savoir sur le collectif Bassines Non Merci, c'est qu'on est tous des bénévoles, d'où le fait qu'on a, vous entendez, un petit bébé en même temps. C'est que du coup, c'est aussi les heures le soir. Et donc en fait, on a commencé par une lutte citoyenne, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de mouvements citoyens, de manifestations, de pétitions, d'événements. De conférences, de débats publics pour faire connaître la problématique. Voilà. On est parti aussi sur une lutte juridique, je te laisse la main. Si tu veux, ouais. Donc en parlant de ça, une des choses qui est importante, c'est de dire qu'il y a bien aussi une graduation, une évolution au fur et à mesure. C'est-à-dire que le projet à l'origine de la création du collectif, c'était 2017. Au début, c'était vraiment cette lutte de manifestation, mobilisation pacifique, familiale, festive, avec un aspect culturel qui fait vraiment la partie de l'ADN du collectif.
et d'organisation de rencontres, de débats publics, de sensibilisation, de rencontres d'élus, de faire connaître le sujet aussi au niveau des différentes collectivités. Il y a des collectivités qui se sont engagées en signant des motions contre les projets de bassines, par exemple. Il y a aussi une lutte juridique qui est souvent plutôt portée par des collectifs associatifs, que ce soit des associations de consommateurs, de protection de la nature et de l'environnement, de fédés de pêche, et qui ont contesté soit les arrêtés d'autorisation unique de prélèvement, soit les projets d'arrêté de permis d'aménager des projets de bassines, ce genre de choses. Et en dépit de tout ça, on se rend compte que sur le projet qui nous concerne localement, on a des travaux qui ont commencé. On a une première bassine qui a été construite et qui est en service. On en a 3 autres qui sont en chantier actuellement. Et donc, alors qu'on a des recours juridiques qui sont en cours. Donc, ce qu'on demande depuis longtemps, c'est un moratoire pour qu'il y ait un arrêt des travaux pour au moins les projets de bassines. On attend d'aller au bout des recours juridiques avant d'éventuellement envisager des travaux. On voit qu'au fur et à mesure des contestations, des commissions d'enquête parlementaires et des choses comme ça, on a eu des remises en cause au moins partielles du projet. On voit que donc il y a eu un nombre de bassines qui a diminué, un volume global qui a diminué, il y a eu des pseudo-contreparties environnementales qui ont été mises en place. Donc, il y a toutes ces choses-là qui ont évolué. Et, donc, et on se rend compte qu'il y a des bassines existantes, notamment celle de l'Aza des Roches, qui ont été construites dans la fin des années 2000. Et il y a eu des recours au tribunal administratif qui ont été gagnés au bout de plusieurs années avec des appels et des recours. Au final, on a eu 6 procès là-dessus, avec à chaque fois une victoire confirmée à chaque fois en appel. Et on a des bassines qui ont été déclarées illégales. Et on se retrouve, sauf qu'elles ont été construites, ça a coûté des millions d'euros, et comment on fait maintenant qu'elles sont là? Donc voilà un peu les travers de la lenteur de ces recours juridiques, et qui fait que on demande un moratoire pour qu'on puisse statuer sur la pertinence de ces projets qu'on remet complètement en cause. Et donc, en fait, il y a aussi des victoires qui paraissent petites comme ça. Mais bon, déjà, si je vous demande où est les Deux-Sèvres, je pense que la plupart d'entre vous n'arrivez pas à situer. Par contre, si je vous dis Sainte-Soline, vous avez tous entendu parler de Sainte-Soline l'année dernière, quoi. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les bassines, tout le monde a entendu parler des bassines. Les gens ne savent pas encore bien l'expliquer. Et dès qu'on s'intéresse au sujet, on voit tout de suite que c'est pas de l'eau de pluie, ce qui a quand même été dit par un ministre il y a 2 ans. Donc, on voit aujourd'hui que le sujet parle, tout le monde Sainte-Soline en parle, enfin, tout le monde en a parlé au moment de Sainte-Soline, et donc le sujet peut plus être enterré. Et c'est là où c'est intéressant, en fait, ou de faire la lutte, voilà, à la fois juridique, mais aussi politique, au niveau de l'Assemblée nationale, de la Commission européenne, et citoyenne. Et donc, c'est vraiment le plus gros intérêt, et je dirais un peu le modèle de cette lutte, c'est qu'elle rassemble des personnes complètement différentes. Donc, nos prochains événements, et justement, comment nous rejoindre si vous êtes intéressés, on ne pouvait ne pas en parler, enfin, il fallait en parler absolument aujourd'hui. Et ça fait presque 1 an qu'il y a eu la 2e manifestation de Sainte-Soline, où on a quand même eu des blessés et une répression très, très forte, avec des gens qui ont failli mourir, une obstruction des soins, des équipes médicales, voilà, des blessés, des mutilations, des traumas. Donc, il va y avoir les 1 an de Sainte-Soline à la fin du mois, qui seront un moyen aussi de commémorer ça, de rendre aussi un genre d'hommage aux personnes qui se sont engagées, tout en gardant quand même un peu d'humour, parce que c'est le collectif quand même, notre slogan c'est No Bassaran. Donc on va organiser une méga boom devant les gendarmeries et les préfectures. Aussi, vous voyez, on a un petit concours de pétanque, et c'est là, désolée, un petit concours de pétanque, où, pourquoi de la pétanque? Tout simplement parce que on a eu énormément de gens qui avaient des boules de pétanque dans leur voiture, mais qui n'allaient pas forcément à la manifestation, qui se sont fait arrêter par les gendarmes pour des contrôles et qui se sont fait saisir leur boule de pétanque comme une arme. Donc, c'est aussi pour faire un petit clin d'œil, des fois, à l'excès de zèle de nos forces de l'ordre contre les manifestations. Comme beaucoup de gens se sont fait prendre, on a eu un arrêté qui interdisait les instruments de musique. Essayer de voir le lien entre les armes et les instruments de musique, on ne l'a toujours pas trouvé. Et pour terminer, sur le dernier événement, donc c'est là, voilà, merci. Et bien, on est en train d'organiser le prochain plus gros événement, donc parce que chaque année on monte, on a commencé des manifestations à 500 personnes, très vite 5 000, 10 000 et les dernières, selon les médias, 30 000. Donc là, on prépare pour cet été un énorme événement qui commencera dès le 15 juillet jusqu'au 21, avec plusieurs types de mobilisation, de façon à ce que chacun puisse s'y retrouver. C'est-à-dire, on va commencer par des convois de l'eau,
qui vont pouvoir se rassembler. Il y aura un village d'action qui va rassembler toutes les questions, tous les collectifs qui souhaitent venir autour de l'eau, collectifs nationaux. Donc, on attend avec plaisir le Parlement de Loire, par exemple, pour venir parler de leur lutte. Mais et aussi collectifs internationaux. L'année dernière, on avait eu des gens de Colombie qui étaient venus, du Canada, on avait la Via Campesina qui était venue. Donc, des tables rondes, comment échanger, comment se renforcer entre nous. Donc, ça sera tout un village. Et puis, évidemment, on finira par une grosse action qui sera le dernier week-end. Donc, on fait ça en juillet, juste avant les JO. Donc, c'est l'occasion aussi de faire parler de nous un petit peu pour les médias qui seront là. Et puis, le but, c'est de ne pas s'arrêter. Et on le voit, plus on avance, plus on gagne des combats et plus les gens nous rejoignent. Et il y a vraiment, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment différentes façons de rejoindre le mouvement. On a par exemple des intermittents du spectacle qui viennent jouer gratuitement. On a des intermittents du spectacle, mais en termes de musique, en termes de spectacle. On a des régisseurs qui disent, bah, moi, je peux faire un peu la logistique là-dessus, donc on vient vous filer un coup de main. On va avoir des super cantines avec des cuisiniers, des cuisinières bénévoles qui viennent cuisiner pour nous, donc on mange chaud sur tout le long, et des super plats, des super tagines, des gens qui tiennent les buvettes, des spécialistes plutôt, bah, par exemple comme moi, qui animent des tables rondes. Et tout ça fait que la force du collectif fait que ça se passe dans une super ambiance et qu'on arrive à faire des choses qu'on n'aurait jamais imaginées il y a quelques années. Et on Merci. le voit d'ailleurs, merci beaucoup. On le voit en plus, en fait, vous êtes tous, que ce soit association, collectif, vous fonctionnez ensemble. Et alors, notre dernière petite question ouverte pour les 10 minutes qui nous restent, c'est de se poser la question, en fait, ensemble, parce que là, on a la chance d'avoir 3 organisations très différentes. Est-ce que vous pensez que peut-être en mettant en commun vos luttes ou en utilisant vos façons de lutter qui sont quand même très variées, très diversifiées, est-ce qu'on pourrait, en travaillant ensemble, arriver peut-être à créer de nouvelles choses ou nourrir d'une certaine façon vos luttes? C'est une question qui vous est ouverte à tous et toutes les 3. Donc voilà, c'est... Moi, je veux bien rebondir sur cette question parce que, en fait, j'ai envie de dire que c'est déjà le cas. Je pense qu'on est déjà tous un peu en réseau. Enfin, il y a des réseaux qui sont en train de se structurer, hein, des réseaux, voilà, je pense notamment au réseau Hydre, il y a un réseau qui est en train de se constituer qu'on a appelé autour des démarches fluvio-sensibles. Enfin voilà, on est tous plus ou moins connectés, on se connaît tous plus ou moins. Je pense qu'on se sert, enfin moi c'est juste une toute petite anecdote, mais on avait calé en fait un événement le 20-21 juillet. Et au regard en fait de l'événement de Bassine Non Merci qui va mobiliser un certain nombre de nos forces vives bénévoles, et ben on l'a reporté parce que voilà, on sait très bien que les, les luttes bénévoles justement, elles mobilisent beaucoup d'énergie, d'investissement, donc on peut pas se multiplier. Et donc ça c'est la première chose. C'est déjà, je pense qu'il y a un espèce de réseau. Alors c'est très souterrain, c'est très informel, ça passe pas dans les médias, mais on se connaît, on s'identifie, on sait quelles sont les luttes des uns et des autres. Quels sont les enjeux? Je pense que c'est une manière aussi de s'informer. C'est-à-dire, voilà, moi, je m'informe plus pareil et plus par les mêmes canaux, en fait, depuis que je connais Sinon Merci ou les Soulèvements de la Terre. Enfin, voilà, on est aussi dans d'autres réseaux. Encore une fois, c'est très invisible, mais je pense que c'est très fort, c'est très puissant et c'est très souterrain. C'est ce qui permet aussi que des gens viennent jouer gratuitement sur des événements collectifs. Et puis, je pense qu'on se sert les uns des autres aussi. C'est-à-dire, pour le coup, nous, de manière très opportuniste, on se sert des luttes des uns et des autres qui peuvent être très médiatisées ou qui peuvent aussi qui peuvent être mis sur la scène publique pour pouvoir rebondir dessus et se dire que, bah, regardez, on n'est pas tout seul. C'est-à-dire, il y en a d'autres qui se posent des questions, qui ont d'autres moyens d'action, qui sont aussi dans d'autres démarches. Ça, je pense que c'est important aussi, qu'on soit tous à des endroits différents. Peut-être à des moments différents, on va porter des casquettes différentes, ça c'est important aussi. Mais cette convergence, mais chacun en respectant aussi nos enjeux situés sur nos territoires,
Ça, moi, ça me paraît très important. C'est-à-dire, moi, je suis incapable de... Je peux parler de ce qu'est une bassine, voilà, je peux aussi essayer de sensibiliser, mais je n'habite pas ce territoire-là. Moi, je suis géographe de formation, j'habite la Loire, c'est mon terrain, c'est le seul terrain sur lequel je me sens un petit peu légitime, en fait, à parler et à intervenir, parce que, encore une fois, c'est du savoir un peu situé et pratique, mais j'y habite, et donc là, je peux vous en dire quelque chose. En revanche, savoir que il y a d'autres luttes sur des nappes qui sont à peine à 200 km de chez moi, dans les Deux-Sèvres, où j'arrive à le situer sur une carte de la France. Ben, en fait, ça me sert aussi, moi, dans mes actions, parce que je peux y faire référence. Donc, en fait, j'ai l'impression que cette émergence d'initiatives très localisées, et qui n'est pas forcément, en fait, justement, ce qui n'est pas chapeauté par un grand tout, pour une fois, justement, qui est responsabilisée chacune, en fait, dans son individualité, mais qui est très locale, et qui émerge en même temps, ensemble. Enfin, je crois beaucoup à ça, en fait. Je pense que c'est la puissance, c'est le fait que chacun sur son territoire, on arrive à mener des luttes très concrètes et très situées. Et c'est de cette force-là, en fait, que va naître le monde d'après. C'était très joli. Sincèrement, c'est très joli mot. Ça ouvre même pas au débat. Je pense qu'il n'y a pas forcément à être d'accord ou en désaccord. Mais peut-être si Racha ou même Mathieu ou Aline, vous voulez compléter. Est-ce que Racha, tu veux y aller? Bon, je voulais vous écouter, comme ça je laisse. Eh bien, nous, enfin, ce que Ninon a dit, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on connaît les luttes et parfois, justement, alors le réseau de l'Hydre, parfait, parce qu'on allait le dire, justement, un réseau qui permet de rassembler les luttes autour de l'eau et on partage les connaissances. C'est-à-dire que, ben voilà, dans nos réseaux, on a des hydrologues qui vont aller filer un coup de main sur l'analyse de rapports, on va aller partager aussi le matériel parce que ben, il y a un coût à tout ça. Donc, je vous donne un exemple tout bête. Nos toilettes sèches font tout le tour de la France sur les luttes en fonction des gens qu'on y ont besoin. Parce que quand on fait des événements, on essaie d'avoir tout un côté culturel, militant, engagé, parce qu'il faut aussi qu'on arrive à garder le moral, le sourire et qu'on se fasse plaisir quand on milite. Sinon, eh ben, on perd le moral et on va vite abandonner. Donc, c'est important de bien manger, de bien rire, d'avoir du culturel et du coup de rester aussi dans nos valeurs. C'est-à-dire que bah, les toilettes sèches, ça reste dans nos valeurs sur l'écologie. On va essayer aussi de ne pas être sur la surconsommation. Une problématique de soins de façon générale dans l'ensemble des luttes. On veut construire un monde meilleur d'une certaine façon, et bah, du coup, c'est aussi avoir abordé les luttes avec une approche meilleure, plus saine, où on essaie de prendre soin les unes des autres. Donc pour le moment, on n'arrive pas à aller jusqu'à Mayotte parce que là, il y a voilà, mais on essaie, on les a emmenés à Toulouse, aux toilettes par exemple. On essaie de faire un partage comme ça. Aussi un partage en ressources humaines, comme tu disais, Ninon, c'est-à-dire qu'on va essayer de soutenir les autres événements quand on peut. Et là où c'est important, et ça me fait penser vraiment à ce qui se passe à Mayotte, c'est aussi un partage d'informations de ce qui se passe réellement. Parce que si on écoute le gouvernement et la presse, la grande presse, on va dire, eh bien, à Mayotte, on a l'impression que ça y est, le problème est réglé. Tout le monde a de l'eau potable, que tout va bien et qu'il n'y a pas de destruction de bidonvilles par le gouvernement, par exemple. Et donc, c'est aussi important d'avoir tout un réseau et qui est plus large que juste notre petite région pour savoir ce qui se passe vraiment et comment on peut contribuer. Et ça, c'est aussi important. Et donc, je pense que les collectifs, ils servent à ça. Et nous, cet été, de faire une semaine, c'est aussi prendre le temps de se rencontrer, prendre le temps d'échanger. Parce que c'est comme ça que plus on va travailler ensemble, plus on va être fort et plus on va pouvoir contrer le rouleau compresseur pour nous de l'agro-industrie, mais aussi de l'État qui défend l'agro-industrie. Alors, pour nous à Mayotte, on n'a pas la chance en fait de faire partie d'un grand réseau dans l'Hexagone parce que on est un peu isolé par rapport aux autres départements. Notre situation géographique ne joue pas forcément en notre faveur, mais je tiens quand même à remercier en fait tous ceux qui sont même à distance, se sont quand même rapprochés de nous pour nous proposer, quand tu parlais tout à l'heure de partage de ressources humaines, c'est nous donner aussi des idées, de dire par rapport aux actions qu'ils ont menées dans leurs dans les différents collectifs, associations, et qu'on a pu nous répliquer et pour que ça nous donne des idées.
Et il est clair que notre lutte est essentiellement locale parce que nous sommes déjà dans l'urgence, on n'est plus dans la prévention, on n'est pas tout à fait dans le même format que nous, que vous, parce que nous n'avons pas d'eau. Voilà, ça c'est une réalité. Nous n'avons pas d'eau. Aujourd'hui, l'urgence c'est vraiment d'avoir le minimum vital pour toute la population. Donc, on est vraiment dans une lutte très très locale. Mais comme je disais, bah, ensemble, en fait, nous sommes plus forts. Du coup, à chaque même un contact, voilà, on parlait, il y a une personne tout à l'heure qui a évoqué le moral, parce que c'est une lutte qui est vraiment très difficile, parce que l'enjeu est politique et juridique, et parfois bah, on a des actions en justice, parce que, voilà, et qu'il y a toute la sensibilisation à faire hein, auprès des habitants, pour tous ces enjeux environnementaux, juridiques, politiques, sociaux, en fait qui, qui sont engendrés en fait aussi par cette problématique de l'eau. Donc ce n'est pas du tout évident. Nous sommes une association, nous sommes bénévoles. On a fait un déplacement. Il y a un de mes collègues, le secrétaire général, qui a fait un déplacement dans l'Hexagone à nos propres frais. Voilà. Donc parfois, enfin c'est pas facile. Mais justement, avec des échanges comme on a actuellement, ce sont des échanges qui permettent en fait de nous donner des idées et aussi de se dire, bah, on n'est pas seul. Parce que même si nous, on n'est pas tout à fait dans le même cadre, mais de se dire bah, qu'il y a des gens qui sont vraiment motivés, qui militent à différents niveaux, bah, c'est pas tout à fait le même format, mais ça nous donne des idées. Et il est évident que même cet échange qu'on a là ce soir, c'est un échange qui est vraiment enrichissant pour moi et je pense pour les collègues qui nous regardent. Rebondir aussi, si, rapidement. Je ne vais pas rajouter grand-chose parce que j'adhère à tout ce qui a été dit et à cette importance de ces réseaux, à l'importance de cette localité de la lutte. Je pense que cette notion d'habiter des territoires, je pense que ces luttes, elles sont par essence locales et que c'est fondamental avec cette notion d'habiter un territoire. C'est quelque chose qui est vraiment à réfléchir, à voir qu'est-ce qu'on veut de ce territoire, comment on veut y vivre, en y intégrant les vivants, l'humain et non humain. Et cette problématique, à chaque fois, on doit tenir compte de ce contexte. Les luttes autour de l'eau sont très liées au contexte hydrogéologique en général, et en plus auxquels se rajoutent des contextes économiques, politiques, sociaux, etc. Et ces réseaux-là, donc on a dit qu'il y a des réseaux de lutte qui existent, il y a des réseaux militants, il y a des réseaux aussi associatifs. Je pensais notamment sur les thématiques d'accès à l'eau, il y a la coalition eau qui essaie justement de rapprocher tout ça. Et donc avec des thématiques, des problématiques qui peuvent être plus propres aux Outre-mer, mais qu'on peut aussi retrouver dans certains coins de métropole. Et donc je trouve que c'est quelque chose qui est assez fondamental, qu'on ait à la fois cet ancrage local des luttes et ce réseautage, ces liens qui se tissent, et plus on se sert des luttes les unes des autres, mais en plus on se nourrit de tout ça. Et de par l'historicité de ce qui a pu se faire ailleurs, où nous, on fait face à un déni de démocratie, mais on va dire, regardez, il y a des endroits où il y a des initiatives de Parlement de Loire qui essayent de se mettre en place. Regardez, il y a des thématiques d'accès à l'eau et on retrouve des thématiques d'accaparement à chaque fois, et comment on lutte contre ces approches-là. Voilà. Et je trouve que c'est quelque chose qui est très fort aussi, et qui donne, qui a fait l'essence de l'initiative des soulèvements de la Terre, c'est comment l'ensemble de ces luttes locales se renforcent, voilà, s'entraident et se renforcent, et apprennent et tissent des liens les unes avec les autres. Merci énormément pour cette réponse très commune et très globale. Je laisse maintenant la main à ma camarade Priyanshi pour les questions-réponses, donc entre les internautes et vous. Merci, Marie. Alors, cette première question, c'est plutôt pour Nino. Comment vivez l'implication de l'artistique dans ces questionnements et enjeux face à l'eau? Quelles en sont les limites? Petite question piège. Non, il nous semblait intéressant, enfin, dès le départ, hein, je vous ai parlé très globalement en fait de ce collectif. Là, une petite notion pour préciser en fait que vraiment cette démarche du Parlement de Loire, elle est à l'origine en fait d'une structure qui s'appelle le POLO, le pôle art et urbanisme, et qui est une structure qui est vraiment spécialisée justement dans la mobilisation de démarches culturelles, d'outils culturels, la mobilisation d'artistes autour d'enjeux
urbains, d'aménagement du territoire et d'aménagement sociaux. Donc, ces dispositifs un peu art science, très clairement, on en avait déjà les prémices en fait dans les initiatives qui avaient pu être mises en place par cette structure, par le Polo, qui avait l'habitude en fait de recourir en fait à ces démarches. Donc très naturellement, en fait, le souhait, ça a été d'inviter des artistes qui étaient intéressés, enfin qui étaient volontaires, pour travailler sur ces questions, qui avaient déjà travaillé eux leurs propres outils, parce qu'un artiste, il travaille avec ses outils. Donc, voilà, ça peut être de la mise en scène, ça peut être une intervention plastique, et il y a un certain nombre d'artistes. Enfin, le monde de l'art contemporain en ce moment, on le voit tous les jours, en fait, est quand même traversé aussi par ces questions de transition. Enfin, voilà, il y a un acteur historique, on va dire aussi, sur cette question artistique qui s'appelle Koal, qui a travaillé ces enjeux de transition et qui travaillait cette question de l'eau aussi, qui est venu nourrir ces réflexions-là. Et l'idée, c'était justement d'ouvrir, de croiser les regards. C'est-à-dire de ne pas parler de l'eau dans une salle fermée qu'avec des scientifiques, mais de parler de l'eau en faisant des marches exploratoires le long de la baignoire et en mobilisant des artistes qui venaient interpréter chorégraphiquement une berge de Loire. On a travaillé avec une artiste qui s'appelle Floriane Facchini, qui travaille du théâtre culinaire et donc qui est venue travailler cette matière Loire, c'est-à-dire on ingère Loire. Qu'est-ce que ça veut dire? Notre corps, enfin moi je bois Loire et je suis constituée de Loire puisque c'est l'eau que je bois. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment je peux sublimer ça? Comment je peux mieux respecter et connaître cette eau? Donc l'idée, c'était vraiment d'immiscer de l'artistique, parce qu'on sait aussi, et ça nourrit beaucoup les réflexions en ce moment, que le vecteur artistique, c'est aussi ce qui va changer les imaginaires sur la transition. Et on aimerait nous faire croire que voilà, il y a une écologie punitive qui ne serait pas appréciée des habitants, et on se dit, bah, peut-être, peut-être pas, mais peut-être, mais on sait aussi que un outil culturel, parce que c'est un outil sensible, qui révèle vraiment des attachements, voilà, qui révèle aussi une approche sensible qui nous manque beaucoup hein, aujourd'hui dans les politiques publiques, eh bien, ça peut embarquer des gens dans ces histoires de gestion de la ressource en eau qui, pour l'instant, étaient quand même très, très éloignés de tout ça. Et c'est le cas, c'est-à-dire, ça marche. On sait très bien que les artistes, quand on les met dans des projets, voilà, ils viennent explorer, ils viennent rendre sensibles des enjeux qui ne le sont pas. Donc voilà, je vous en ai cité 2, mais je pourrais en citer sans autres qui ont participé à la grande remontée. Donc voilà, c'est aussi des approches très concrètes, parce qu'un artiste, ça travaille aussi avec du concret, de la matière, euh, qui permet, bah, encore une fois, de déplacer le regard, de croiser des regards, et c'est vraiment ce qui nous intéressait. Donc j'ai envie de dire il y a pas de limite. Enfin, moi, je les ai pas encore trouvées. Enfin, les limites, elles sont toujours... Heu, c'est jamais des limites d'imagination, à la mobilisation artistique sur ces enjeux-là, c'est souvent des limites, de temps et d'argent. Merci. Cette deuxième question, c'est pour Mathieu et Adeline. Euh, Pensez-vous que les bassines soient tout de même écologiquement et socialement préférables aux barrages? Et il y a un truc que j'ai dit tout à l'heure, c'est que les questions, les thématiques de l'eau, elles sont intrinsèquement liées à un contexte hydrogéologique local. Donc déjà, il n'y a pas de réponse générale qui va dire c'est bien, c'est pas bien. Et chaque cas se doit de s'identifier de façon générale. Après, au niveau du collectif, on a justement essayé et au niveau des collectifs, parce qu'avec tous ces nouveaux projets de bassines qui se créent un peu partout, il y avait des nouveaux collectifs qui surgissaient en réaction. Et on essaie de définir un peu ce qu'il en était. Mais donc au niveau des barrages, c'est pareil, un barrage pourquoi faire, une bassine pourquoi faire, pour soutenir quel modèle agricole, avec quel partage de l'eau, quel financement. Et donc c'est toutes ces questions-là en fait donc il n'y a pas de réponse unique qu'on pourrait apporter. Par contre, ce qu'on voit, c'est que dans les projets qui émergent, c'est très souvent les mêmes logiques d'accaparement, d'inégalité d'accès et au service de logiques industrielles, agro-industrielles et de façon générale d'extractivisme. Merci beaucoup. Pour la prochaine question, c'est plutôt pour Racha.
Pour ce qui est de la situation à Mayotte, pouvons-nous aider à notre échelle pour que la situation s'améliore? Et si oui, comment? En fait, ça dépend de la personne qui souhaite ou bien la structure qui souhaite nous aider. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, ce sont toutes les initiatives qui vont nous permettre non seulement de sensibiliser nos élus, euh, le gouvernement, mais aussi la population. Parce que les actions auprès de la population, on n'en a pas fait beaucoup, parce nous avons créé l'association que fin octobre. Donc, on s'était vraiment centré en fait sur cette problématique vitale qui était d'avoir suffisamment de l'eau dans le robinet et suffisamment de l'eau distribuée pour tout le monde. Donc, il y a certaines actions qui ont abouti avec l'appui, en fait, aussi de nos politiques sur place. Donc, c'est vraiment de ne pas se dire qu'une action peut être anodine. Peu importe que ce soit un particulier ou une structure ou même un collectif, peu importe l'idée qui vous vient, vous nous envoyez un mail à contact@mayotassort.fr, vous nous proposez votre idée. Ça serait vraiment avec plaisir, en fait, de pouvoir collaborer ensemble et de voir qu'est-ce qui peut aboutir par rapport à cette nouvelle collaboration. Parce que j'ai remarqué qu'à travers le réseau, parce que je suis très active sur LinkedIn, qu'à travers les réseaux, les différentes personnes qui peuvent venir avec des idées, c'est ça qui nous permet en fait d'avancer dans le dialogue. Voilà, donc ça nous a permis en fait de mobiliser notamment le conseil départemental. Il y a cette idée de créer un office de l'eau à Mayotte. Il y a l'ADL ici à Mayotte qui nous a contactés pour faire partie des réunions importantes concernant la question de la ressource en eau. Donc, on a aussi l'ARS qui est aussi un interlocuteur. On n'a pas forcément les compétences pour pouvoir dialoguer parce que il n'y a pas que de fait d'aller sur le terrain, etc. C'est aussi créer le dialogue entre les différents acteurs qui est très important pour pouvoir poser les bonnes questions, pour pouvoir avoir accès aux dossiers, aux données, aux informations. Donc tout ça, c'est vraiment important d'avoir toute aide, peu importe d'où elle vient, dans n'importe quel département. Aujourd'hui, avec la magie d'Internet, c'est facile d'échanger les idées et d'avoir cet appui-là, cet appui, et même si nos actions sont locales, même si c'est vrai qu'il est difficile d'imaginer dans quelles conditions nous vivons, mais il ne faut pas sous-estimer les idées qui peuvent vous venir, hein, ne serait-ce que les différents interlocuteurs qui sont présents aujourd'hui. Voilà, ne sous-estimez pas vos idées, ne pensez pas que il y a une idée qui vaut plus qu'une autre. Voilà, toutes les actions pour nous ont de la valeur et on a vraiment besoin que vous nous contactiez et que nous échangions, peu importe votre initiative, c'est vraiment important. Merci beaucoup. J'espère au moins que les auditeurs, auditrices qui sont là pour cette conférence vont peut-être vous écrire et échanger avec vous sur cette question. Pour cette prochaine question, c'est adressé à Nino. Comment allez-vous faire pour modifier le statut juridique de la Loire? Quel statut voudrez-vous lui donner et pourquoi? Quelles seront les conséquences concrètes de ce bouleversement juridique? Donc, c'est trois questions, mais assez pertinentes. Alors, tout à fait, c'est vraiment l'enjeu. J'ai malheureusement pas 3 heures devant moi, je crois. Donc ça va être un peu délicat. Mais j'invite cette personne, en fait, à prendre contact, hein, avec le parlement de Loire @gmail.com, voilà, pour pouvoir en discuter plus avant. Il y a des réflexions, hein, enfin, c'est plus que des réflexions même, c'était l'idée aussi de cette grande remontée, c'était de pouvoir commencer à écrire cette déclaration, des droits de Loire. Là, je renvoie aussi à des initiatives qui, sont parallèles et concomitantes à celle de la démarche du parlement de Loire, notamment, très récemment le Tavignano en Corse, qui est en cours de négociation, en fait, avec le Parlement européen. Il me semble qu'il y a un référé qui a été déposé. On est vraiment dans l'idée, d'avoir déjà une déclaration et de pouvoir, avoir une représentation, heu,
légale, en fait, d'une entité non humaine. Donc, ça s'inscrit vraiment dans une démarche qui est portée aussi par notre affaire à tous, hein, dans beaucoup de ces actions, qui est portée notamment aussi par une députée européenne dont vous avez entendu parler, qui s'appelle Marie Toussaint, voilà, de donner, en fait, un statut juridique à des entités non humaines. En fait, voilà, on passe de la fiction à la réalité. C'est un long chemin. C'est-à-dire que pour l'instant, nous, on en est à une étape d'écriture d'un manifeste qui a recueilli un certain nombre de signatures. Prochaine étape, qui est cette écriture d'une déclaration. Donc, une déclaration, on sait qu'elle n'est pas contraignante juridiquement, mais elle est déjà force de transformation, force de levier. Et donc, en parallèle, en fait, de ces démarches d'écriture, il y a des échanges, oui, échanges, dialogues avec notamment ce dont parlait Bastien Non Merci tout à l'heure, c'est-à-dire une des grandes instances qui est en gestion sur ces espaces-là, c'est l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, qui en son sein a déjà un parlement de l'eau. C'est ce qu'on nous dit aussi, hein. Il y a un comité de bassin où il y a des acteurs économiques et des acteurs non économiques. Nous, on se dit, pourquoi pas aussi avoir des acteurs non humains un jour qui soient dans ce comité de bassin. Donc, ce serait pas, voilà, c'est en parallèle de démarches de représentation juridique, mais voilà, tout ça est un peu en gestation. L'idée d'avoir l'association d'autres qu'humains, c'est aussi cette envie. À partir du moment où une association, il y a un statut légal et juridique. C'est cette association aussi qui peut faire émerger aussi d'autres voies juridiques. Donc voilà, c'est des recherches qui sont un peu en cours, mais que la personne n'hésite pas voilà, à prendre contact avec nous si ces éléments juridiques l'intéressent. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question qui est une question ouverte. Vous parlez de gouvernance partagée et politique publique. Est-ce que vous arrivez à faire évoluer les instances de prise de décision sur l'eau, comité de bassin, agence de l'eau, clé, pour donner plus de voix et de pouvoir aux citoyens résidents non humains? Seul l'avenir nous le dira, si on a réussi à... Mais je pense qu'en tout cas, dans les Deux-Sèvres, il y a eu quand même 2, 3 petites victoires un petit peu encourageantes. Donc, oui, c'est un peu tout l'enjeu, quoi. Victoire, et puis il y a des échecs aussi en parallèle. Mais effectivement, il y a eu des rendez-vous. Il y a eu un convoi de l'eau l'été dernier qui s'est rendu à l'agence de l'eau Loire-Bretagne pour les interpeller directement. Il y a eu des échanges à plusieurs reprises. Il y a eu des sessions de clés de salle, donc de commission locale de l'eau, où les personnes se rendent, où les personnes participent dans le cadre d'associations qui y siègent. Donc là, effectivement, des choses qui évoluent, il y a des mentalités qui évoluent, des prises en compte. Il y a aussi des échecs dans le sens que ça reste malgré tout des instances qui sont assez verrouillées d'un point de vue institutionnel, de par leur constitution et la représentativité qui est faite. Et puis, c'est aussi, là, vu que c'est des thématiques qu'on va retrouver un peu partout à chaque fois, c'était aussi sur l'aspect politique. On parlait tout à l'heure de l'approche politique, il y avait aussi le fait de s'impliquer dans la vie politique locale en général va être aussi une des façons d'accéder à ces instances-là et de les faire bouger. Donc c'est aussi qu'il y ait des collectifs, des groupes de personnes, d'habitants, de populations qui s'impliquent dans ces questions, dans les questions de politique locale au sens large, qui permettent aussi d'aller s'introduire et titiller ces instances et de les faire évoluer. C'est vrai que c'est intéressant aussi, et on le voit sur le combat des bassines, c'est que ça touche les élus de notre territoire, mais à tous les niveaux. C'est-à-dire que ça touche à la fois les élus à la Commission européenne, hein, on a des députés européens, on attend d'eux qui portent ce sujet. On va aussi solliciter au niveau national, au niveau des élus députés de l'Assemblée nationale, où on a pas mal de gens comme Loïc Prud'homme, comme Benoît Biteau, qui vont être présents. Mais après, au niveau des villes, au niveau de l'Agence de l'eau, et je vais donner même au niveau des villages, parce qu'aujourd'hui, par exemple, le petit village de Prières dans de Sèvres-Charente-Maritime, où Madame la maire est bénéficiaire d'une des bassines. Et donc là, on s'est aperçu qu'il y avait quand même un conflit d'intérêts. Et donc, il y a eu un référé de lancé qui a suspendu les travaux le temps que les procédures administratives soient correctement nommées. Parce que quand on est maire d'un village et qu'on prend des décisions directement qui la concernent, on est censé déléguer dans les procédures. Et donc, s'il n'y avait pas des citoyens de ce village qui s'étaient intéressés à ça et des membres du collectif Bassines Non Merci, il n'y aurait pas eu du tout de transparence sur ça. Et donc, ça permet aussi aux citoyens de s'intéresser un peu à des questions qui nous paraissaient complètement
loin de nous, en fait. Qui gère l'eau? Qui gère nos bassins versants? Mais où va l'eau? Qu'est-ce que fait enfin, à quoi sert notre facture d'eau, tout simplement? Et donc, grâce à la sensibilisation aussi que font les collectifs, les militants, ça permet aux gens de s'intéresser à ça. C'est du long terme, mais justement, moi, je pense que les clés de sage, elles vont finir par avoir des représentants qui vont vraiment prendre en compte ça. Et l'agro-industrie et l'économie sera pas, les gens de l'agro-business ne seront pas tout seuls dans 10 ans dans ces commissions, puisqu'on sera là. Merci beaucoup. Peut-être, Racha, vous voulez ajouter? Oui, la question est très intéressante parce que ce qui est bien à Mayotte, c'est qu'à Mayotte, comme c'est un petit territoire, on est dans l'association, mais on a aussi plusieurs casquettes. Ben, on peut être dans la politique, on peut être même, en fait, ce qui est très drôle, c'est que, mais il y a des personnes, je pense, qui travaillent même auprès du fournisseur d'eau, qui est l'unique fournisseur d'eau contre lequel, justement, voilà, on a déposé cette plainte collective. Et justement, je pense que ça permet aux gens, en fait, ça permet d'éveiller les consciences et ça permet aux gens, en fait, d'avoir une autre vision, en fait, de l'environnement dans lequel ils vivent et de s'intéresser sur différentes questions. On a parlé de facture, d'où vient la facture, mais nous, surtout, c'est d'où vient l'eau et quelle est la qualité de l'eau, parce que ce sont des questions on se posait pas forcément, parce que on a, par exemple, là où je vis à Petite-Terre, l'eau vient principalement de la mer. On a une usine de désalinisation. Mais du coup, il y a beaucoup de questions qu'on se posait pas. Et comme nous avons créé un groupe WhatsApp, et à travers ce groupe WhatsApp, c'est un groupe d'alerte et d'information aussi, mais c'est un groupe aussi où émergent beaucoup de questions, beaucoup d'idées, et où on a des réponses qu'on n'aurait pas forcément à travers les médias, à travers les communications officielles. Donc, l'information est désinstitutionnalisée parce que sur la crise de l'eau à Mayotte, c'est beaucoup le préfet de l'eau qui prend les décisions, qui communique sur les interdictions, sur les restrictions. Maintenant, grâce aux citoyens et au groupe WhatsApp qui est là et aussi il y a aussi d'autres canaux de communication en fait sur ces problématiques-là. Euh, Ça, c'est une impression personnelle, mais je pense que c'est beaucoup de personnes, en fait, qui sont dans la même situation que moi, et de finalement se dire, oui, on est en train de boire cette eau, mais finalement, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle produit en nous en termes de santé, surtout? Et ça, c'est vraiment important parce qu'avec la distribution des bouteilles d'eau, si actuellement on sillonne un peu Mayotte dans un hélicoptère, on verrait tout notre lagon, en fait. Tout notre lagon contient des bouteilles en plastique. Et ça, c'est une alerte que nous avons déjà émise et que justement, les gens, je pense qu'en fait, ils prennent conscience que même si le gouvernement prend certaines décisions et que ces décisions-là, finalement, on se dit au départ, c'est avantageux pour nous, population, parce que ça nous permet de nous soulager financièrement, etc. Parce que ici, le coût de l'eau est très élevé par rapport à l'Hexagone. On se dit aussi qu'il y a un impact négatif sur l'environnement et que finalement, ces bouteilles qui sont dans la mer, ces poissons-là, on les mange. Et je pense qu'aujourd'hui, grâce, parce qu'au départ, on était vraiment un collectif et on est devenu aujourd'hui association, je pense que la population commence à avoir un autre regard, un autre rapport à son environnement direct. Voilà, parce que on vit sur une île et justement, on peut pas non plus s'échapper. L'insalubrité est là, comme les bouteilles traînent dans la rue, traînent dans le lagon. On peut pas se dire, je vais à Paris pour être dans un autre environnement. C'est pas comme dans l'Hexagone. On est un peu pris au piège. S'il y a une mauvaise décision qui est prise, c'est avec l'impact est négatif au niveau social, au niveau environnemental, économique, on le subit tous et de façon égalitaire. Il n'y a pas, nous ne pouvons pas y échapper. Il n'y a pas de privilège en fait, parce que dans cet environnement-là, même les personnes qui travaillent dans les plus hautes institutions à Mayotte subissent cet environnement insalubre dans lequel nous sommes actuellement. Donc oui, oui, c'est important en fait d'avoir des collectifs, des associations en fait comme les nôtres qui emmènent justement ce regard-là qui est différent et qui sensibilise justement, qui sensibilise en fait la population, peu importe en fait la situation sociale, économique dans laquelle nous nous trouvons. Et ça a encore plus de sens sur une île comme Mayotte qui est une petite île.
ou sur lequel on partage tous le même environnement. Il n'y a pas de privilège sur l'environnement que nous partageons ensemble. Oui, tout à fait. Alors, pour terminer, nous souhaitons vous remercier à tous les quatre d'avoir participé à cette conférence. Merci aussi à nos auditeurs, auditrices. Et finalement, merci au Carreau du Temple de nous avoir accueillis aujourd'hui. La prochaine conférence aura lieu la semaine prochaine, qui est le 5 mars à 19 heures et abordera le thème l'eau comme territoire. Donc, ça serait bien si vous pouvez être là en tant qu'auditeur aussi et les autres participants qui ont participé aujourd'hui. Et merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. Merci à vous tous. Bonne fin de journée.